Un film qui interroge le pouvoir de la fiction. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le définir, ce film ? Non seulement qu'il interroge, mais qui donne une réponse surtout. C'est-à-dire que oui, la fiction a un pouvoir, oui, la fiction est utile, oui, la fiction nous fait vivre. Elle change les vies, elle les impacte, elle les torpille aussi parfois. Et la fiction peut être autoréalisante, Vincent ? Vous m'entendez ou pas ? Alors, oui, mais je vous entends très bien. Autoréalisante, attendez, j'ai besoin d'une demi-heure. Elle n'était pas si intelligente que ça, ma question. Elle avait l'air, en tout cas. Mais en tout cas, ouais, dans le cas présent, la fiction, en fait, altère le comportement des gens dans la réalité. Et je pense que le film traite aussi de l'inspiration. Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et en fait, ça vient d'où on veut. Là, dans le cas présent, c'est en regardant les autres et en leur imaginant une vie qui n'est pas nécessairement la leur. Oui, ça interroge le fait de l'art qui s'inspire de modèles, et ça a forcément un impact quand on raconte la vie de quelqu'un et qu'on en fait une œuvre d'art. Pierre ? Oui, complètement. Moi, quand j'ai lu le scénario, on pense tout de suite à Fenêtre sur cour, ce genre de film, effectivement, sur le voyeurisme et l'intensité du voyeurisme quand c'est bien filmé. Et Asghar filme merveilleusement bien. Je pense à un grand film de metteur en scène, encore une fois. Mais ce que je trouvais intéressant, enfin ce que disait Vincent sur ce que j'ai trouvé tout de suite palpitant, c'était comment la fiction peut être, nous c'est notre cœur de métier de raconter des histoires, et on voit bien à quel point une histoire peut être mobilisatrice, peut faire énormément de bien à beaucoup de gens et à plein de niveaux, et en même temps peut être le poison le plus terrible de la société et le plus terrible pour le cerveau humain. Le film propose des allers-retours permanents entre ce que vous fantasmez, Isabelle, et la réalité, jusqu'au vertige. Et vous jouez tous les deux, en quelque sorte, deux personnages. Ceux imaginés par Isabelle, et puisque vous êtes vraiment dans la vie. Il fallait qu'ils se ressemblent, ces deux personnages, et à la fois qu'ils soient un peu différents. Mais c'était un vrai défi, en l'occurrence. Alors, quand les gens verront le film, en fait, il y a des petits détails qui diffèrent. La couleur de vos yeux, en l'occurrence. En l'occurrence, mais les décors dans lesquels, les décors décrits dans la fiction, les décors de la réalité sont les mêmes, mais il y a quelque chose qui est différent. En fait, c'est comme si on voyait la réalité avec un filtre, qui est en l'occurrence le filtre du personnage qu'interprète Isabelle. C'est la première fois, tous les quatre, que vous travaillez sous la direction du réalisateur iranien, dont vous connaissiez évidemment le talent. Il avait une idée fixe. C'est vous faire travailler, Isabelle. Depuis qu'il vous a vu dans La pianiste d'Anneke, vous étiez évidemment ravie de cette première devant sa caméra, quitte à être une romancière acariâtre, un peu dépassée par sa propre création. Acariâtre un peu au début, non. C'est pas Adam qui dira le contraire, si. Non, je vais vous contredire, non, elle n'est pas acariâtre, non. Enfin, moi, j'ai pas trouvé, en tous les cas. Non, elle est un peu obsessionnelle. Ce qui est intéressant avec cette romancière, c'est que oui, à travers elle, le regard, et que Pierre parlait d'Hitchcock et du suspense, et c'est vrai que Asghar Farhadi, très habilement, passe comme ça du regard d'observatrice à un regard évidemment plus intrusif et comme si c'était un regard d'espionne, parce que le pas est facilement franchi, effectivement, entre un regard innocent et tout d'un coup un regard qui va effectivement qui peut devenir plus dangereux, plus manipulateur, plus suspect, et qui peut effectivement, comme disait Vincent aussi, transformer la vie des gens. C'est votre performance dans Le Comte de Monte Cristo qui a attiré l'attention du réalisateur. C'est-à-dire qu'il y a eu 12 millions de spectateurs dans le monde pour Le Comte de Monte Cristo, dont Asghar Farhadi. C'est quand même fou. Vous me l'apprenez. Je ne savais pas qu'il l'avait Je le vu. tiens de lui-même. Hein. D'accord. De source sûre. Ok, c'est de première main. Oui. Ok. Non, ça me fait. J'étais très heureux qu'ils viennent vers moi. J'étais très heureux de jouer avec ces acteurs, de rencontrer Adam que je connaissais pas, que je trouvais extrêmement talentueux dans tous ses films. Donc c'était l'occasion de rencontrer son univers. Et Vincent parlait des détails. Il travaille vraiment comme un peintre, quoi. Il est sur le moindre objet est capital pour lui. Moi, le premier jour, il me mettait des gouttes de pluie sur mon costume, et c'est lui qui venait me mettre goutte à goutte le nombre de gouttes de pluie qu'il voulait exactement sur mon épaule. Et c'était pas les costumières, c'était pas un accessoiriste, c'était lui. C'était le peintre. Il tenait à le faire. Ouais. Et donc il compose tout comme ça. Vous, c'est depuis la haine, hein, qui veut travailler avec vous. Ça aussi, vous l'ignoriez. Tout vient à point, à qui c'est attendre. C'est pas très original, hein. Pour moi, Monte Cristo pour lui. Ah bah vous lui direz demain sur les marches. Je lui dirai. Vous réglerez vos comptes entre vous. Adam Bessa, beaucoup vous ont découvert en France avec Les Bienheureux en 2018 de Sofia Djama, mais Asghar Farhadi, je le tiens de lui évidemment, on va continuer, c'est vraiment dans votre rôle dans Arca
en 2022 qu'il a pensé à vous pour le rôle d'Adam, mais il a changé le prénom dans le scénario, ou dans le scénario c'était déjà Adam? Non, dans le scénario, c'était un prénom différent et c'est à la suite de notre rencontre. Et à la base, vous savez, le film est inspiré un peu de Kieślowski. Bien sûr. Du Décalogue 6. Et il avait mis en nom témoin le personnage de Tomek. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, je ne sais pas si j'ai une tête de Tomek. C'est un prénom polonais, donc il a changé. Et il m'a dit, Adam, pourquoi pas, ça fait international. Enfin, on ne sait pas d'où ça vient. Et lui, c'était important pour lui qu'on ne connaisse pas vraiment ni l'origine sociale, ni ethnique, ni... Enfin, que ce soit un mystère total, ce personnage. Et vous êtes vraiment un personnage mystérieux, parce qu'il y a toute la gamme dans les silences, comme là, vous cherchez à être repéré à l'extérieur d'un café par Virginie Efira, ou en parole. Il y a des moments où vous êtes un menteur invétéré, à d'autres moments vous êtes bouleversant. Franchement, c'était un bon choix. Quand vous êtes venu ici présenter Un certain regard avec Arca, vous étiez à la pêche le jour où on a voulu vous remettre le prix d'interprétation, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est aussi simple que ça. En fait, j'étais parti et bon, j'avais présenté le film, j'étais très content, et puis je suis rentré chez moi, et puis je suis allé pêcher avec des amis. Puis ils m'ont appelé, ils m'ont dit il faut revenir, je leur ai dit je peux pas. Oui. Alors vous avez tourné Histoire parallèle dans un immeuble parisien. Vous me voyez venir, Pierre. Ça n'a pas échappé aux voisines. Vous étiez traqué par Isabelle Huppert à l'écran et espionné par des voisines en face. C'était un tournage sous haute surveillance. On regarde. Tu me vois? De rien. C'est pas possible. Je n'y crois pas. J'adore ces images, et vous avez promis surtout de leur rendre visite, et vous avez tenu votre promesse surtout, n'est-ce pas? Oui, mais alors, ce qui était vraiment improbable, c'est qu'on faisait quand même un film sur le voyeurisme et qu'on s'est retrouvé avec des voisines qui tous les jours inventaient des trucs, mettaient des trucs aux fenêtres et qui devaient sans doute projeter des trucs sur nous, et nous de projeter, de se dire qu'est-ce qu'elles font dans leur bureau, pourquoi elles travaillent si peu, honnêtement. Et du coup, elles étaient tellement créatives, tellement sympas, tellement rigolotes qu'à la fin, évidemment, on est allé les voir. Mais c'était drôle, cette mise en abîme très méta, d'avoir ce truc de voyeurisme. Alors après, je ne vous cache pas que le réalisateur iranien qui a traversé le monde entier pour venir réaliser ce film, quand il a vu des T-Rex en bas du truc, il a été un peu perplexe. Il ne comprenait pas exactement ce qui se passait, nous non plus d'ailleurs, mais oui, c'était marrant. Vous rêviez de tourner avec Vincent? Oui, c'est vrai. Mais en vrai, je rêvais de ce casting de manière assez globale. Quand on m'a annoncé le casting, j'ai fait genre, oh bah c'est le casting que j'aurais fait si j'avais une carte blanche, c'est vraiment ce que j'aurais fait. Mais c'est vrai que j'ai suivi de très près toutes les carrières, mais Vincent, je rêvais aussi de croiser son chemin un jour. Et voilà, j'adore sa filmo. Je trouve que, mais comme Isabelle, il n'y a pas que la haine, réussi, on le rappelle. pas que la haine. Contrairement à Asghar qui a une culture pourrie. Moi, j'en ai vu beaucoup plus. Non, mais et la capacité pour Isabelle d'arriver à avoir fait une carrière aussi immense en théâtre et en cinéma, évidemment. Et pour Vincent, d'avoir réussi aussi à conquérir d'autres pays avec le même talent à chaque fois, c'est assez sidérant. Vous incarnez deux frères à la tête d'une société de bruitage de documentaires, et ça a inspiré à Pierre son clin d'œil ce soir. Évidemment, en hommage à tous les 40 bruiteurs. J'ai oublié le jingle. Je fais un petit hommage aux 40 bruiteurs professionnels qui sont en France, dont 5 femmes. Par exemple, à quel film pensez-vous quand je vous montre cette laitue congelée? Eh ben, je vais vous le dire, parce que c'est mieux de nous le dire, je pense. Ouais, parce que si on appuie dessus comme ça, j'espère. C'est-à-dire que si tu bruites avec la salade, on t'entend plus avec le micro. On m'entend plus avec le micro. Eh ben, c'était pour le film, c'était pour le Titanic, car quand Kate Winslet se trouve sur la porte en bois et qu'elle flotte, mais qu'il y a du givre sur l'Atlantique, le bruit du givre a été fait en écrasant cette laitue. Ah oui, je pense. Ah oui, monsieur. Je me permets. Sinon, je peux aussi vous dire, par exemple, que pour faire le bruit du corps en mouvement de E.T., Steven Spielberg a demandé qu'on introduise un foie cru
glissant dans un sac plastique avec de la gélatine, le tout remué dans un t-shirt humide. Oh. Il y a vraiment qu'un extraterrestre Ça pour vient faire des pas, trucs ça. aussi dégueux. Du temps du cinéma muet, vous savez sans doute qu'on amenait les bobines et puis on amenait une boîte et dans la boîte il y avait du matos pour faire un peu de bruit, pour un peu bruiter les films. J'étais pas né. En revanche, j'étais né en 50 et là, évidemment, les salles étaient un peu plus équipées. Cette mer agitée est évoquée de façon saisissante par ces deux ballonnets aux 3/4 remplis d'eau. Deux clochettes, une bassine pleine de sable, vont signifier sur l'écran la marche cadencée d'une calèche de la belle époque. Un peu d'eau dans une terrine et un fouet de papier, voici la pluie qui frappe aux fenêtres. Et voilà les mensonges qui donneront l'impression de la vérité. Mais c'est vraiment gai parce qu'au moins, dans le film, on voit que ça reste artisanal et c'est vachement bien. Et si on devait bruiter une montée des marches ou un photocall avec Isabelle Huppert, ça donnerait quoi? Isabelle, s'il vous plaît. Isabelle, tout droit au milieu, s'il vous plaît. Merci. Isabelle, s'il vous plaît. En bas. Isabelle, s'il vous plaît. Isabelle. Voilà. Bah oui. Forcément, ça crie beaucoup Isabelle. La Lady Boss, la Boss Lady de Cannes, vous me permettez cette familiarité? La quoi? La Boss Lady de Cannes. C'est Théodora qui se présente comme ça, la patronne, quoi. C'est Gilles Jacob qui vous a défini comme ça dans son dictionnaire amoureux du Festival de Cannes. 22e film en compétition demain. Bah, oui, pareil, oui. Vous avez été tour à tour maîtresse de cérémonie, membre du jury, présidente du jury, couronnée à 2 reprises du prix d'interprétation féminine. La première fois, c'était en 78 pour Violette Nozière de Claude Chabrol. Mais vous l'ignoriez au moment où vous répondiez aux questions de France Roche pour le journal de 20h d'Antenne 2. J'aime pas y rester trop longtemps. Je me sens à la fois bien et mal. Dans ces moments-là, j'aimerais bien être coupée en deux, qu'il y ait une partie de moi-même qui soit, et puis l'autre qui soit très très loin, puis qui regarde tout ça se passer. C'est des périodes comme ça, on est un peu sollicité, on est un peu mis sur le devant de la scène, et puis il faut jouer son propre rôle tout d'un coup. Et moi, finalement, j'aime bien jouer des rôles, mais mon propre rôle, j'aime pas tellement qu'il soit rendu public. Vous avez toujours ce même sentiment à l'égard du Festival de Cannes? Oui, mais en tous les cas, je me dis que c'était bien qu'Ashghar Farhadi m'ait proposé ce rôle parce que finalement c'est de ça que ça parle. Cette écrivaine, elle est en retrait justement et elle regarde le monde entourée, assez solitaire, entourée de tous ses livres, voilà, pour nous ramener au film. Est-ce que c'est ça que je sens? Oui, je crois on ressent tous un peu la même chose. On est à la fois très heureux d'être là, puis il y a quelque chose aussi qui résiste un petit peu parce que c'est beaucoup d'exposition et est-ce qu'on est fait pour être aussi surexposé et en même temps voilà, ça fait partie de notre vie, mais voilà, c'est un peu ce que je raconte. Mais oui. Je pourrais peut-être pas tout à fait de la même manière, mais je pourrais continuer Le à le dire redire aujourd'hui. Oui. Pierre. Vincent, pour vous, Cannes, on pourrait dire 3 dates, évidemment. 95, la montée des marches pour la haine, on l'a évoqué, ça fera plaisir à Ashghar Farhadi. En 2006, vous avez été maître de cérémonie. Eh oui. Et en 2024, je pense que c'était votre dernière venue à Cannes pour le film Les Linceuls de David Cronenberg. J'étais assis exactement ici, là. Exactement là. Exactement là. Avec un bon souvenir. Très bon souvenir. Votre père que j'ai tant aimé. J'ai eu chaud là, je me suis lancée dans un truc. Tu prends des risques. Vincent, votre père, Jean-Pierre, que j'ai tant aimé et que j'aime tant, était lui aussi un habitué du Festival de Cannes. On a retrouvé une archive de 69, peut-être vous ne l'avez pas vue encore, où Jean-Pierre Cassel parle de la critique et du métier d'acteur avec son petit sourire et son beau regard. Vous n'avez pas de film en compétition, je crois. Non, pas cette année, non. Et est-ce que ça vous effraierait d'en avoir? Est-ce que vous avez peur d'être jugé très... Non, j'ai pas peur, ça m'est pas toujours agréable quand je suis mal jugé. Mais je veux dire que quand on fait ce métier, il faut s'attendre à avoir une sanction. Quand on fait un métier public, on est là pour recevoir les avis plus ou moins amicaux ou agréables ou désagréables des gens, et ça n'est pas très grave. J'adorais sa façon simple, toujours réservée, avec son beau regard. Mais
quand je vois justement des archives du festival à l'époque, même ce qu'on vient de voir de toi, Isabelle, en fait, c'était pas le même rapport, je crois, à tout ça. On était beaucoup plus... Enfin, j'étais pas encore là, même si j'étais né en 69, mais il y avait quelque chose, j'ai l'impression qu'il y avait plus de candeur par rapport à l'industrie, à l'exposition. Il y avait pas... C'était plus petit, en fait, tout simplement. Isabelle est d'accord. C'était plus artisanal. Hein. Et du coup, j'ai l'impression que les acteurs de cette époque, mon père en particulier, avait un rapport à tout ça qui était peut-être plus sain, finalement, que nous, aujourd'hui, où on fait partie de cette espèce de bordel, on peut le dire, magnifique. Je voulais dire Barnum. De Barnum. Non, mais on est tous très heureux d'être là, mais ça a pris des dimensions différentes, je crois. Mais la magie opère toujours quand même. Oui. Non, je voulais dire que j'étais très touchée de voir ton père, de voir Jean-Pierre Cassel. J'ai tourné un film de Lauzet avec lui qui s'appelle La Truite. Et j'avais adoré tourner avec lui. C'était un homme merveilleux. Voilà. Merci pour ces mots. Pierre, c'est votre toute première sélection officielle à Cannes, mais ce n'est pas votre première fois à Cannes. Vous y aviez déjà présenté Le Comte de Monte Cristo. Alors, de Monte... Oui, Vous alors... m'avez montré Christo. On peut... Vraiment? C'est toi qui me reprends sur des bafouilles? Pardon. Donc le Comte de Monte Cristo, que je vous invite vraiment à voir en replay. Donc vous montez des marches, photocalls, des press junkets et des conférences de presse, dont une au cours de laquelle vous aviez expliqué la préparation, vos entraînements avec un champion du monde d'apnée. Je suis passé de 1 minute 45 à 3 minutes 45 avec 4 petits secrets assez simples. Serrer le périnée. Serrer le pierre-niné, plus précisément. Oh là 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 là, que la conférence de presse prend un très mauvais tour. Oh merde. Est-ce que vous serrez toujours le pierre-niné? On s'était dit 5 minutes avant de monter sur scène, on essaie d'être sérieux, on va dans le fond des débats, on va vraiment sur l'œuvre, Alexandre Dumas et tout ça, et j'ai dit Périnée au bout d'1 minute. Bah, hein. Malheureusement un peu raté. C'était votre festival le plus émouvant? La première fois que j'ai monté les marches, c'est Robert Guédiguian, qui est un magnifique réalisateur, qui avait invité tous les rôles de son film L'Armée du Crime à monter les marches. Et moi, j'avais 2 répliques dans le film, et j'étais comme un dingue. Donc c'est quand même un souvenir incroyable. Je ne comprenais même pas ce que je faisais là, d'avoir une chambre là. Enfin, il avait pris soin de tout le monde jusqu'au plus petit rôle, et on avait monté les marches, on était genre 40, quoi. Et c'était magnifique. Pierre, juste un truc, parce que vous allez faire des confs pour le film en compète. Si vous pouvez placer Périnée, juste pour nous. Si Isabelle me donne son accord, peut-être que j'essaie. Est-ce qu'Isabelle donne son accord? Je ne veux pas déshonorer tout le projet. Isabelle est complètement pour. Histoire parallèle, Ashghar Farhadi, Stanton, salle demain, Virginie Efira est au casting, Catherine Deneuve, une scène savoureuse, elle joue votre éditrice formidable apparition de Catherine Deneuve.